le 18 décembre 1993, sud du Bronx. Les agents ont trouvé le corps dans une allée derrière un cinéma porno, lingerie déchirée, maquillage étalé, bouche pleine de notes humides. Première idée, une overdose, une prostituée du quartier rouge. 6 heures plus tard, il s'est avéré qu'il était le propriétaire d'un fonds d'investissement de 80 millions de dollars. Et ce n'était que le début. Au cours des 5 prochaines années, 13 autres corps seront retrouvés dans les coins les plus sales de New York. Tous des hommes blancs, tous de la classe supérieure. Des banquiers, des promoteurs immobiliers, des agents de change, des hommes dont les poignées de main valaient plus que des quartiers entiers. Ils ont été retrouvés humiliés, maquillés, jetés comme des déchets en lingerie bon marché avec des dollars dans la bouche, dans les endroits même où elles n'avaient jamais mis les pieds de leur vie. La presse l'appellera le maître des marionnettes de Wall Street. La police passera des années à essayer de comprendre la logique des meurtres et il sera là tout le temps, ouvrant les portes, remettant les manteaux, écoutant les conversations sur la banquette arrière. L'homme invisible, un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années et il avait un compte à régler. 23 mars 1996, Manhattan, 7 heures du matin. Donald Raymond Prescott se réveilla dans son appartement de Park Avenue, de la même manière qu'il s'était réveillé au cours des 12 dernières années, à 6h30 précises, sans réveil. L'horloge interne fonctionnait parfaitement. Il en était fier. Fier que son corps, son esprit, sa vie, tout soit soumis au système. 54 ans, copropriétaire de la société de développement R. J. Scott & Holt Development. 3 gratte-ciel à Manhattan, 2 complexes résidentiels à Brooklyn, un centre commercial dans le New Jersey. 120 millions de dollars d'actifs. Beaucoup plus d'influence que les chiffres ne le laissent poser. Ce matin-là, la femme de ménage a préparé le petit déjeuner comme d'habitude. 2 œufs à la coque, des toasts beurrés, du café noir. Sur la table se trouve le dernier numéro du Wall Street Journal. Prescott feuilleta les rapports boursiers, remarqua que les actions de sa société avaient augmenté de 1,5% et s'en réjouit. À 9h, il est au bureau. 3 réunions d'affilée. Une conversation avec les avocats sur le nouveau projet. Un appel bref mais ferme à un entrepreneur qui avait pris du retard. Prescott n'élevait pas la voix. Il parlait simplement d'une manière qui faisait bégayer les personnes à bout de la ligne. C'était son style, une pression froide, une autorité tranquille. Il était respecté dans les milieux d'affaires, redoutable aussi. Il savait comment ruiner un concurrent en appelant la bonne personne. Il savait comment s'assurer que personne d'autre que lui n'obtienne un permis de construire par accident. Il savait comment fermer la bouche. Les archives judiciaires du comté de New York contiennent 3 poursuites civiles contre Donald Prescott, toutes les 3 pour harcèlement sexuel. Toutes 3 ont été déposées par d'anciennes secrétaires. Les 3 procès se sont terminés par des règlements à l'amiable avec des paiements confidentiels. Les montants allaient de 50 000 à 100 000 dollars. Une somme dérisoire au regard des critères de Prescott. Le coût du silence. Les secrétaires de son bureau changent tous les 4 à 6 mois. Les ressources humaines ont cessé de poser des questions. Tout le monde a compris les règles du jeu. Certains ont accepté de jouer, d'autres sont partis immédiatement. Ceux qui ont essayé de parler à voix haute ont vite compris le coût des bons avocats et se sont tus.
Ce soir-là, Prescott dîne au Metropolitan Club sur la 5e avenue, un club privé, un endroit où les seules personnes autorisées à entrer étaient reconnues au actuel. Un endroit où, autour d'un cigare et d'un cognac, se décide le sort des quartiers de la ville. Rencontre avec des investisseurs de Boston. Les frères McGrady, vieille fortune, immobilier en Nouvelle-Angleterre. Approche conservatrice. Prescott veut les convaincre d'investir dans un nouveau projet à Long Island. 20 millions au départ, remboursement en 3 ans, rendement prévu de 40%. À 19h30, il fait appel à une limousine, le même service qu'il utilisait depuis 3 ans. Imperial Livery, des voitures fiables, des chauffeurs de confiance, une discrétion totale. Pour un homme de sa stature, c'était la seule option viable. La limousine est arrivée à 19h45. Une Lincoln Town Car noire aux vitres teintées, à l'aspect impeccable. Au volant, un chauffeur que Prescott avait vu des dizaines de fois au cours de l'année écoulée. Silencieux, discret. Le genre d'homme qui ouvre la porte, dit « Bonsoir, monsieur » et disparaît. Prescott s'installa sur la banquette arrière sans accorder un seul regard au chauffeur. Il ne regardait jamais le personnel de service. Pour lui, ces personnes faisaient partie du mécanisme, comme le volant ou le climatiseur. Ils existaient pour remplir une fonction. Rien de plus. Le dîner a été un succès. Les frères McGrady ont accepté d'étudier l'offre. Un oui provisoire vaut 20 millions. Prescott quitta le club à 23h20 de bonne humeur. Un peu plus de cognac que d'habitude. Une démarche un peu plus détendue. Il s'autorisait rarement cela, seulement lorsque l'affaire était presque dans sa poche. La limousine attendait devant, même chauffeur, même silence poli. Prescott s'appuya sur le siège en cuir, desserra le nœud de sa cravate Hermès et ferma les yeux. Les chiffres tournaient déjà dans sa tête. Combien le projet allait rapporter, quel pourcentage donner à McGrady, combien garder pour lui. Les mathématiques du succès. Il n'a pas remarqué que la voiture avait pris un mauvais virage. Je n'ai pas prêté attention aux rues inconnues qui défilaient devant la fenêtre. D'abord les faibles réverbères de Harlem, puis les sombres friches du sud du Bronx. Il n'a même pas ouvert les yeux lorsque la limousine a ralenti. Trop de cognac, trop sûr que le monde fonctionnait comme il en avait l'habitude. Lorsque la voiture s'arrêta dans une ruelle sombre entre un entrepôt abandonné et le mur arrière d'un motel bon marché, Prescott regarda enfin par la fenêtre. Il a eu le temps de voir les graffitis sur le mur. Il a réussi à sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai réussi à me tourner vers le chauffeur, mais il était trop tard. 14 heures plus tard, son corps a été retrouvé par un sans-abri nommé Eugene Doherty, qui fouillait dans les poubelles à la recherche de canettes en aluminium. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un mannequin, visage trop peint, vêtements trop ridicules. Puis il a vu les yeux vitreux. Donald Raymond Prescott gît sur le trottoir, mouillé au milieu de la lie. Un visage rasé de près, du rouge à lèvres, rouge étalé sur ses lèvres et son menton. Un fard bleu sur les paupières, appliqué grossièrement, presque par dérision. Le corps est couvert d'un corsage noir en lambeaux et de bas résille. La bouche est pleine de billets de banque froissés, imbibés de whisky bon marché. L'homme que les sénateurs craignaient ressemblait à une caricature, comme une mauvaise blague de quelqu'un. Mais ce n'était pas une blague, c'était un message. Il était la 6e victime. La police ne le savait pas encore. Ils n'ont toujours pas fait le lien entre les épisodes. Des quartiers trop différents, des victimes trop différentes à première vue. Les enquêteurs ont vu des incidents isolés, des meurtres étranges, peut-être rituels. Ils n'ont pas vu de schéma. Mais il y avait un système clair
calibré, patient. Et derrière elle se tenait l'homme à qui Donald Prescott n'avait jamais dit merci en 3 ans. Un homme dont il avait vu le visage des dizaines de fois, mais qu'il n'avait jamais pu décrire. Un homme qui, pendant des années, avait écouté en silence les conversations sur la banquette arrière, sur l'argent, les affaires, les femmes à acheter, de la façon dont le monde fonctionne pour ceux qui détiennent le pouvoir. Simon Arthur Graves est né le 12 mai 1968 dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn. Il ne connaît pas son père. Sur son acte de naissance, il y a un tiret dans le nom du père, un lieu commun dans ce quartier, à cette époque, dans cette vie. Sa mère, Cynthia Graves, était une belle femme, au destin malheureux, ou chanceux, selon la façon dont vous comptez. Elle travaillait comme escorte de luxe, pas une prostituée de rue, pas une fille de bar bon marché, non. Cynthia s'occupait de l'élite, hommes d'affaires, banquiers, politiciens, des gens qui pouvaient se permettre de payer $300 par nuit, et c'était dans les prix des années 70. Pour le petit Simon, sa mère était tout, la seule personne qui le considérait comme un être humain. Elle a essayé de cacher à son fils la vérité sur son travail. Elle lui a dit qu'elle travaillait comme hôtesse dans des clubs de luxe. Elle aidait les riches à organiser des fêtes, qu'il s'agissait d'un emploi temporaire, qu'elle économiserait bientôt suffisamment et qu'il déménagerait dans un endroit ensoleillé. Simon y croyait. Les enfants croient leur mère. Il a grandi replié sur lui-même. À l'école, il ne parlait pratiquement pas à ses camarades. Les enseignants le qualifiaient de calme mais attentif. Il ne se battait pas, ne courait pas avec les garçons dans la rue, ne jouait pas au ballon dans la cour. Il observait. Il s'asseyait dans un coin et observait les autres enfants. Comment ils riaient, comment ils poussaient, comment ils vivaient leur simple vie d'enfant. Très tôt, il a développé un trait étrange que les psychologues criminels relèveront plus tard, l'hypersensibilité au statut. Simon pouvait dire sans faute qui était responsable d'une pièce, qui prend les décisions, qui obéit. Il voyait la hiérarchie là où d'autres enfants ne voyaient qu'une foule dans la cour de récréation. À 8 ans, il s'est rendu compte que sa mère n'était pas comme les autres, qu'elle part le soir dans de belles robes et qu'elle revient le matin, que parfois des hommes en costume de luxe viennent l'emmener dans des voitures rutilantes, que les voisins la regardent différemment. Il n'a pas demandé, il a regardé. Cynthia aimait douloureusement son fils, presque désespérément. Elle voulait lui donner ce qu'elle n'avait pas eu, une éducation, une chance, un moyen de sortir de ce quartier. Elle a mis de l'argent de côté. Elle lui a dit qu'il était spécial, qu'il était plus intelligent que les autres, qu'il s'en sortirait. Mais il y a quelque chose qu'elle lui a appris sans le vouloir. En observant sa mère, Simon a retenu une leçon essentielle. Le monde est divisé entre ceux qui paient et ceux qui servent. Ceux qui s'assoient sur le siège arrière et ceux qui ouvrent la porte. Ceux qui peuvent tout faire et ceux qui doivent se taire. Cette connaissance s'est installée au plus profond de lui comme une écharde. À 10 ans, Simon était un garçon calme et soigné, aux manières impeccables. Cynthia insistait sur ce point, lui apprenant à parler correctement, à se retenir, à regarder les gens dans les yeux, mais pas trop longtemps, pas avec des filles. Elle le préparait à un monde dans lequel les gens comme eux ne survivaient que d'une seule manière, en devenant discrets et utiles. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ces mêmes compétences feraient un jour de lui le parfait prédateur.
le 14 septembre de l'année 1978. Cette date sera le point de départ de tout ce qui se passera par la suite. Cynthia avait un défi spécial à relever ce soir-là. Une soirée privée dans un manoir quelque part dans le Westchester. 3 clients, réguliers, de confiance, riches. Triple paiement. Promesse d'être de retour au matin. Le problème, c'est que la nounou était malade. Cynthia n'osait pas laisser Simon, 10 ans, seul toute la nuit. Le quartier est dangereux et elle ne fait pas confiance aux voisins. La seule solution qu'elle voit est d'emmener son fils avec elle. C'était contraire à toutes les règles. Mais j'avais désespérément besoin de cet argent. La dette de l'appartement s'était accumulée et le propriétaire menaçait de m'expulser. Elle a dit à Simon qu'elle allait l'aider à organiser une fête pour des gens importants, qu'il allait s'asseoir dans la chambre des domestiques, lire un livre, manger quelque chose de délicieux provenant de la cuisine, qu'il s'agissait d'une aventure. Simon ne posait pas de questions. Il avait appris à ne pas demander. Le manoir était immense. Colonnes blanches, allées, buissons taillés. Simon a été conduit par la porte de derrière et s'est assis dans une petite pièce à côté de la cuisine. Ils lui ont donné un sandwich et une bande dessinée. Ils lui ont dit de s'asseoir tranquillement. Il s'est assis. Il écouta d'abord la musique et les rires de la salle principale, puis les voix de plus en plus fortes, puis quelque chose d'autre. Vers minuit, il a pris peur. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Sa mère n'est pas venue le voir, alors qu'elle avait promis de passer le voir. La musique s'est arrêtée. Les voix ont changé. Simon est sorti de la pièce. Ce qu'il a vu en descendant le couloir du premier étage a jamais gravé dans sa mémoire. Par la porte entr'ouverte de la chambre, il aperçoit sa mère. Elle était allongée sur le sol. 3 hommes se tenaient au-dessus d'elle, leurs chemises ouvertes, leurs lunettes à la main. L'un d'eux riait. Un autre disait quelque chose à propos d'une pute qui imagine trop. Cynthia n'a pas bougé. Simon n'a pas crié. Il ne s'est pas précipité pour aider. Il ne s'est pas enfui. Il s'est contenté de regarder, comme sa mère le lui avait appris, tranquillement, sans se faire remarquer, en observant. Il voit les hommes discuter calmement de ce qu'il faut faire. L'un d'eux sort son téléphone et appelle quelqu'un. 1 heure plus tard, un homme en costume gris est arrivé et a commencé à donner des ordres. Comment le corps de sa mère a été placé sur le lit et recouvert d'un drap. Comment quelqu'un a dit overdose et accident. Ils l'ont trouvé au matin, recroquevillé dans un coin du couloir, les yeux grands ouverts. Il ne pleurait pas. Il n'a pas parlé. Il a juste regardé dans le vide. La police est arrivée vers 8 heures du matin. 2 officiers, fatigués, indifférents. Ils ont parlé au propriétaire de la maison. Ils ont examiné le corps. Ils ont pris des notes sur des cahiers. L'un d'eux a pris une enveloppe. Simon l'a vu, par la fenêtre, lorsqu'ils l'ont conduit à la voiture des services sociaux. L'affaire a été classée au bout de 3 jours. Cause officielle du décès, insuffisance cardiaque aiguë, due à une intoxication. Un accident, pas de suspect, pas d'inculpation. Les 3 hommes, Simon ne connaissait pas leur nom, seulement leur visage, ont repris leur vie, à leur bureau de Wall Street, à leur famille en banlieue, à leurs cigares et au golf le samedi. Le garçon de 10 ans s'est retrouvé dans le système de placement familial de l'État de New York. Au cours des 8 années suivantes, il a changé 4 fois de famille d'accueil. Il n'est resté nulle part très longtemps, non pas parce qu'il était perturbé, mais parce qu'il était trop calme, trop distant. Les parents d'accueil se plaignaient de ne pas pouvoir l'atteindre, qu'il les regardait bizarrement. Il y avait quelque chose d'effrayant en lui, mais personne ne pouvait expliquer de quoi il s'agissait. Simon a étudié.
Il lit beaucoup. Il travaille après l'école, d'abord comme livreur de journaux, puis comme coursier, et enfin comme assistant au nettoyage à sec. Il a économisé de l'argent et des connaissances. Inaniti oublié les trois visages qu'il a vus cette nuit-là. À l'âge de 18 ans, après avoir quitté le système de soins, il a officiellement changé de nom. Il a pris le nom de sa mère, Graves. Il a coupé les ponts avec le passé. Il a commencé une nouvelle vie. Mais à l'intérieur de lui vivait déjà un plan. Pas un plan clair, pas un plan détaillé, plutôt une direction. Il savait qu'il voulait faire partie du monde des riches. Il savait qu'il voulait être près d'eux. Il savait qu'il voulait les observer, comme il l'avait fait cette nuit-là. Discrètement, sans se faire remarquer, en absorbant chaque détail. Il a trouvé un emploi dans une école de couture. Puis, il est devenu chauffeur pour un service de limousine. Puis, il a fait les deux. Il était en train de se construire une position idéale. Un homme à qui l'on confie les clés et les codes PI. Un homme qui est autorisé à pénétrer dans les maisons et les bureaux. Un homme qui entend des conversations que personne d'autre ne devrait entendre. L'homme invisible. À l'âge de 25 ans, Simon Graves connaissait parfaitement ses futures victimes. Il les écoutait depuis des années. Il les avait entendues parler des femmes, la façon dont ils se vantent. Scandale, comment ils se moquent de celles qu'ils ont brisées. Et il a attendu. Le premier meurtre a eu lieu en décembre 1993, 15 ans après la mort de Cynthia Graves. 15 ans de patience. 15 ans de préparation. Et lorsqu'il a enfin commencé, il savait déjà exactement ce qu'il faisait et pourquoi. La première victime est Howard Ellis Cartwright, un agent de change de 60 ans, associé dans une société d'investissement de Wall Street, décembre 1993. Le corps est retrouvé dans une ruelle derrière le cinéma porno Playhouse, dans le South Bronx. Cartwright était un client d'Imperial Livery, le même service de limousine que Simon Graves. Simon l'avait conduit au moins 40 fois en 2 ans. Il avait écouté les conversations au téléphone. Il avait entendu Cartwright discuter avec ses amis de cette serveuse qui a essayé de faire valoir ses droits et du fait qu'elle avait été renvoyée après un coup de fil. Il a entendu les rires, entendu les vantardises. Cartwright n'était pas l'un des 3 hommes du manoir de Westchester, mais il était du même monde. Il parlait de la même façon, il riait de la même façon, regardait les gens de la même façon. Pour Simon, c'était suffisant. Les mécanismes du premier meurtre sont simples. Appel tardif, Cartwright revenait d'une soirée privée vers 2 heures du matin. Trop de whisky, trop de certitude que le monde tourne autour de lui. Simon s'est écarté de la route. Cartwright ne l'a pas remarqué. Il somnolait sur le siège arrière. Lorsque la limousine s'est arrêtée dans une ruelle sombre, le courtier n'a même pas réalisé ce qui se passait. Le cordon de soie, des rideaux coûteux. Simon l'avait acheté chez un antiquaire de Manhattan. S'est enroulé autour de son cou en 3 secondes. Commence alors ce que la police appellera plus tard le rituel. Simon déshabille le corps. Il se rasa le visage. Cartwright portait une moustache, ce qui irritait Simon pour une raison quelconque. Il enfila de la lingerie bon marché qu'il avait achetée à l'avance dans un sex shop du Queens. Il s'est maquillé, grossièrement, vulgairement, comme les filles des bars. C'est pas ce que Cartwright ne fréquentait jamais. Puis il s'est rempli la bouche de billets de banque imbibés de whisky bon marché. Le message était clair. Hank-Sin, à condition de savoir où chercher. L'homme qui avait passé sa vie à acheter les autres était maintenant lui-même
en train de mentir avec de l'argent dans la bouche. L'homme qui avait considéré les femmes comme des marchandises était lui-même une caricature de ce qu'il méprisait. L'homme du monde des gratte-ciel se trouvait dans une décharge, l'humiliation par le miroir, inversion de la hiérarchie. La police n'a pas compris. Ils ont vu un meurtre étrange, peut-être à connotation sexuelle, peut-être lié à la drogue ou à des dettes criminelles. La théorie du tueur en série n'a même pas été envisagée. Une victime n'est pas une série. Simon a attendu 3 mois avant le deuxième meurtre. Il prend son temps. 15 ans d'entraînement lui ont appris la patience. La deuxième victime est Maurice Denham Wallace, 52 ans, promoteur immobilier. Un homme qui, en 20 ans, a démoli 4 blocs de logements sociaux à Brooklyn pour y construire des condominiums de luxe. Des milliers de familles ont perdu leur toit. Les procès ont traîné pendant des années et n'ont abouti à rien. Wallace avait les meilleurs avocats de la ville. Il a également conclu 3 accords à l'amiable avec d'anciennes employées. Et il avait l'habitude de s'en vanter lors de conversations avec des amis, alors qu'il pensait que le conducteur ne pouvait pas l'entendre. Simon a tout entendu. Le schéma est établi par la 4e victime. La police a finalement établi un lien entre les 2 affaires. Un mode opératoire trop similaire, un rituel trop spécifique. En août 1994, l'affaire du tueur en série est officiellement ouverte. La presse l'a découvert une semaine plus tard. Les titres étaient vifs. Le tueur de stylistes, le maniaque du rouge à lèvres, le marionnettiste de Wall Street. Le dernier surnom est resté. Mais la police fait fausse route. Les profileurs du FBI ont établi un profil. Un homme blanc, âgé de 35 à 45 ans, ayant probablement des antécédents d'agression sexuelle, peut-être un ancien travailleur du spectacle ou de la beauté. Quelqu'un qui déteste les hommes riches pour des raisons personnelles. Il cherchait un perdant amer, un psychopathe à la personnalité nettement déviante, un homme qui craque, qui laisse des traces, qui fait des erreurs. Simon n'était pas comme ça, il n'a pas craqué, il ne se précipitait pas, il était patient, méthodique et totalement invisible. Le plus grand atout de Simon est sa position sociale, un chauffeur de limousine et un tailleur à domicile, un homme que l'on voyait tous les jours et que l'on ne remarquait pas, un homme à qui l'on confiait les clés des maisons et des voitures, un homme qui connaissait les horaires, les habitudes, les itinéraires et les secrets de ses futures victimes mieux que leurs propres épouses. Il choisissait ses cibles en fonction de certains critères, pas seulement des hommes riches, il y en a des milliers à New York. Il a choisi des hommes qui ressemblaient à ces 3-là, âgés de 45 à 60 ans, blancs, un statut social élevé et certainement une réputation, des rumeurs de harcèlement, des scandales étouffés, des secrétaires qui démissionnent trop vite. Simon a mené sa propre enquête, il a écouté des conversations, il a lu les médias sociaux, il a posé des questions précises aux autres chauffeurs et aux femmes de chambre. Il a recueilli et dossier NK Seitram formation, comme on lui avait appris à prendre les mesures d'un costume, avec précision, avec soin, sans mouvement inutile. En 1996, il avait déjà fait 8 victimes. La police tergiverse. Quelques fausses arrestations, toutes relâchées faute de preuves. La pression de l'opinion publique s'accentue, mais aucune piste ne se dessine. Le problème de l'enquête est que les victimes ont disparu sans laisser de traces. Aucun témoin de l'enlèvement. Aucun signe de lutte. Pas de caméras de sécurité. Elles étaient rares dans les années 90 et Simon savait exactement où elles étaient installées et comment les éviter. Les hommes sont montés dans leur limousine habituelle et ne sont pas rentrés chez eux. La police a interrogé les conducteurs. Des dizaines d'entretiens.
Simon a participé à 3 de ces entretiens. Il a répondu calmement, a établi un contact visuel, a exprimé son inquiétude. Les inspecteurs l'ont remercié pour sa coopération et sont passés à autre chose. Ils cherchaient un monstre. Et en face d'eux, un homme poli, calme et aux manières impeccables. L'escalade a commencé en 1997. 9 victimes, puis 10, puis 11. Les intervalles entre les meurtres se raccourcissent, non pas parce que Simon perd le contrôle, mais parce qu'il prend de l'assurance. Il comprend le système. Il comprenait le fonctionnement de la police. Il se rend compte que son invisibilité est absolue. C'était son erreur. Pas tactique, psychologique. La confiance engendre l'insouciance. Pas immédiatement, pas ouvertement, mais lentement, 1 millimètre à la fois. Simon a commencé à s'autoriser plus de choses. Garder des souvenirs, passer un peu plus de temps sur le rituel, choisir ses victimes avec un peu moins de soin. Au début de l'année 1990, il s'est invulnérable. 14 hommes, 5 ans, aucune piste réelle pour la police. Il ne pouvait pas savoir que son 15e but serait son dernier, et que l'erreur qui le ruinerait serait si simple qu'il n'y aurait jamais cru auparavant. 27 février 1998, la cible numéro 15 est Walter Edwin Renfro, 57 ans, magnat des médias, propriétaire d'un réseau de chaînes câblées et de plusieurs journaux dans le New Jersey. Renfro était la cible idéale. 3 scandales de harcèlement sexuel au cours des 10 dernières années, tous étouffés. La réputation de ruiner des carrières par un simple coup de téléphone. Une habitude d'humilier ses subordonnés en réunion, surtout les femmes. Simon le conduisait depuis 1 an et demi et en avait assez entendu pour le détester autant que les 3 de Westchester. Le plan était standard. Appel tardif après une fête dans un club privé. Diversion. Ruelle sombre dans le sud du Bronx. Cordon de soie. Rituel. C'était comme d'habitude. Renfro est monté dans la limousine vers 1h30 du matin, ivre et suffisant. Il n'a pas regardé le chauffeur, il n'a pas dit un mot. Il a regardé son téléphone, puis s'est assoupi. Simon quitte Manhattan pour se rendre dans le Bronx. Une route familière, des rues familières. Il l'a fait 14 fois et connaît chaque feu, chaque caméra, chaque virage. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose qu'il n'avait pas prévu. 6 mois plus tôt, les autorités municipales avaient lancé un programme pilote visant à installer des caméras de surveillance au carrefour. Il s'agissait d'une expérience, seulement 12 caméras pour l'ensemble de la ville, en préparation d'un programme plus vaste. Les informations concernant l'emplacement exact des caméras n'ont pas été publiées. Même la police ne disposait pas d'une liste complète. L'une de ces caméras était installée à l'intersection de la 3e avenue et de la 149e rue, juste à l'endroit où Simon tournait vers sa place habituelle. La caméra a filmé une Lincoln Town Car noire avec des plaques Imperial Livery à 1h17. Elle se dirige vers le sud du Bronx. On voit la silhouette d'un passager sur le siège arrière. Le conducteur est au volant. C'était le premier fil. La seconde a vu le jour grâce à un sans-abri du nom de Ray Moses. Âgé de 43 ans, vétéran du Vietnam, il vivait dans la rue depuis 8 ans. Cette nuit-là, il cherche un endroit où dormir dans la ruelle située derrière un entrepôt abandonné, celle-là même où Simon a pratiqué le rituel. Moïse a vu la limousine. Il a vu le chauffeur sortir quelque chose du coffre. Il a eu peur et s'est caché derrière les poubelles, mais il s'est souvenu de la plaque d'immatriculation et du visage du chauffeur lorsqu'il a été surpris par la lumière pendant une seconde. Moïse n'est pas allé voir la police tout de suite. Il n'avait pas confiance en la police. Trop de mauvaises expériences. Mais 2 jours plus tard, lorsque les journaux ont annoncé la disparition de Walter Renfro, il a vu la photo du magnat des médias
et a compris qu'il s'agissait du même homme. Il a appelé la hotline. L'enquête a reçu 2 pistes indépendantes pointant dans la même direction. Le service de limousine Imperial Livery. Les détectives ont demandé les dossiers de la société, le fichier des chauffeurs, horaires de travail, les itinéraires des 5 dernières années. Simon Graves travaille dans l'entreprise depuis 1999. Il avait servi les 14 victimes, pas toujours la nuit de la disparition, mais toujours dans les mois précédents. La probabilité statistique d'une telle coïncidence est proche de 0. Le 3 mars 1998, des inspecteurs obtiennent un mandat de perquisition pour l'appartement de Simon Graves, une pièce au sous-sol d'un immeuble de Bedford-Stuyvesant, le quartier même où il est né. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a confirmé les pires soupçons. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, derrière l'armoire à vêtements, se trouvait un petit hôtel. Une photographie de Cynthia Graves, souriante, jeune, belle. Des bougies, des fleurs, artificielles, mais régulièrement remplacées. Et à côté, un bocal de formol dans lequel flottaient 14 montres bracelets. Toutes des Rolex, toutes prélevées sur les victimes. Simon les gardait comme des trophées, comme la preuve que la justice existe, sa justice. Il a été arrêté le jour même. Il n'a pas résisté. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Lorsque les inspecteurs lui ont passé les menottes, il a simplement demandé s'ils avaient trouvé le corps de Renfro. Ils l'ont trouvé dans une allée derrière un motel bon marché du Queen, dans le même état que les autres. Lors de l'interrogatoire, Simon a parlé calmement et longuement. Il n'a pas nié sa culpabilité, il n'a pas feint le remords, il a expliqué méthodiquement, comme un homme qui a passé des années à préparer un discours et qui a enfin l'occasion de le prononcer. Il m'a parlé de sa mère, de cette nuit à Westchester, des 3 visages dont il se souvenait depuis 30 ans, de l'enveloppe que le policier avait glissée dans sa poche, des 15 années d'attente. Il n'a pas parlé de vengeance, il a parlé de rétablir l'équilibre. Les inspecteurs ont écouté, ils ont pris des notes, pas d'arguments. Ils comprenaient la logique. Mais la logique n'annule pas 14 cadavres. Le procès s'est ouvert en octobre 1998. La défense a tenté d'invoquer l'aliénation mentale, traumatisme dans l'enfance, syndrome de stress post-traumatique. Le jury n'y a pas cru. Un homme qui a passé 15 ans à planifier et 5 ans à exécuter méthodiquement n'est pas fou. Il savait ce qu'il faisait. Le 12 février 1999, verdict, coupable des 14 chefs d'accusation. La sentence est la peine de mort. Les recours ont duré 6 ans. Tous ont été rejetés. Le 7 novembre 2005, la sentence a été exécutée à l'établissement pénitentiaire de Greenhaven. Simon Graves avait 37 ans. Avant de mourir, il n'a demandé qu'une chose, reposer aux côtés de sa mère. Cette demande n'a pas été honorée. Il a été incinéré et ses cendres ont été remises aux services sociaux. Les journalistes qui se sont penchés sur les biographies des victimes ont découvert une constante. Les 14 hommes avaient tous fait l'objet d'allégations de harcèlement. Tous ont payé. Aucun n'a été puni. L'affaire Cynthia Graves n'a jamais été réexaminée. 3 personnes de ce manoir de Westchester n'ont jamais été identifiées. Cette histoire a commencé dans une ruelle du sud du Bronx, où le corps d'un millionnaire a été confondu avec celui d'un sans-abri. Elle s'est terminée dans le couloir de la mort, où un homme sans le sou n'a demandé qu'une seule chose. La frontière entre la victime et le bourreau est toujours plus ténue qu'il n'y paraît. Cette affaire est close.